Bienvenue à tous et bienvenue au 6e épisode de K-Broadcast où j'ai l'énorme plaisir de vous présenter Catherine Vaudan. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine, toi et moi on s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'une formation ici dans le Chable, dans le Valais. Et depuis, j'ai eu le plaisir de te découvrir et je vais te laisser justement te présenter peut-être brièvement et ensuite parler un petit peu plus de ce que tu offres comme soin. Alors, j'ai 55 ans, je suis maman de 3 enfants adultes et grand-maman de 4 petits-enfants. Et je travaille quasi quotidiennement avec des personnes âgées. Et dans les formations, dans mon parcours de vie, j'ai été confrontée assez souvent à des morts et assez jeune à des morts. C'est un petit peu le fil rouge de ma vie. Et puis à un moment donné, il me manquait des outils pour gérer et pour faire quelque chose de bien de toutes mes compétences. Et je me suis approchée d'une formation d'accompagnement de fin de vie, ensuite d'auxiliaire de vie, qui sortait complètement du cadre d'employé de banque que j'étais dans mes premières formations. Et puis je suis arrivée à l'émotiologie. Je suis retournée à l'école des émotions. Et je dois dire que c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une manière de vivre. Quand on l'intègre, c'est vraiment une manière de vivre. Alors, au quotidien, dans mes relations à moi, dans mon respect de moi, dans quelles valeurs j'ai pour moi et dans comment je suis en lien avec l'autre et quelles sont mes mesures, quelles sont mes limites du jour, quelles sont mes valeurs, voilà. Et puis plus je vais, plus c'est intégré, plus ça fait partie de moi de manière naturelle, parce que c'est quand même, faut le dire que c'est juste aider et conduire la personne à un retour à soi. On dit à aller chercher ses ressources, mais c'est un retour à la source. Ça veut dire que finalement on est avec, c'est inné, c'est une forme de connaissance qui ne s'apprend pas au niveau mental, on est avec et on a juste besoin des fois de quelques outils pour retourner à la source. C'est aussi simple que ça, pas forcément facile, parce qu'au début, on est des êtres, d'abord on est très mental, ensuite on reçoit quand même une éducation on doit rentrer dans des cadres, on doit correspondre à des images, voilà. Puis nous, on sort un tout petit peu du cadre pour rentrer, pour savoir exactement qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, quelles sont mes ressources, mes compétences, quelles sont ce que nous on appelle au début des points forts et des points faibles, mais qui sont ni forts ni faibles, qui sont nos forces, qui sont nos ressources. Alors voilà. Donc si j'ai bien compris, tu avais besoin justement d'un outil en plus, et qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'émotiologie plutôt qu'une autre approche, une autre technique? Alors, ce qui m'a fait aller, c'est en fait dans les dernières années avant que j'aille chercher ça, moi j'ai accompagné mes beaux-parents. Donc pendant 5 ans, quasi quotidiennement et même la nuit, j'ai accompagné mes beaux-parents. Et je trouvais qu'au niveau humain, j'avais pas de soucis. Et puis au niveau émotionnel, j'emmagasinais énormément, sans savoir trop quoi en faire. Donc mon mental s'est mis au travail. Donc on a commencé à séparer ce qui était mental et ce qui était émotionnel. Puis c'est mon corps finalement qui a tapé fort et puis qui m'a ramené à dire voilà, cocotte, il va falloir t'occuper de ton bagage émotionnel. Et au décès qui a été assez serré entre mon beau-père et ma belle-maman, ça a été à peine 4 mois. Puis tout d'un coup, le vide total, quoi. Et puis c'est mes intestins pendant 10 ans, eux ils ont fait le travail que moi j'ai pas voulu faire avec mon émotionnel. Alors je suis quelqu'un de très mental, une partie de moi que je remercie tous les jours, parce que sans ça je ne serais pas là. Ça m'a tenue debout. Puis maintenant, j'ai plus envie que cette partie, elle commande ma vie. Donc j'ai envie d'être entière,
d'être OK avec toutes mes parties, toutes mes petites parties. J'en ai 10 000, t'en as 10 000, on en a 10 000. Puis j'ai envie de les reconnaître toutes et d'aller chercher dans chacune de mes petites facettes la force dont j'ai besoin pour le jour en question. Ah, c'est beau. Donc j'ai assisté à une conférence qui m'a été vraiment droit au cœur, et puis j'ai pas réfléchi, je me suis dit j'ai besoin de cet outil-là. Alors je suis rentrée en émotiologie. C'est vrai que c'est un terme qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre. Non. Déjà, dans notre éducation, les émotions, on n'y a pas droit. Montrer qu'on est trop content, on dérange. Montrer qu'on est en colère, ça passe pas bien non plus. Montrer qu'on est triste, il faut pas trop. Et puis moi, je suis rentrée en école des émotions. D'abord, apprendre qu'est-ce qu'est une émotion, qu'est-ce qui n'en est pas. Apprendre pourquoi, tout simplement. Puis c'est assez simple. Et puis apprendre quoi en faire après. Voilà. Ouais. Et du coup, donc ça c'est un outil que tu as mis en place. Et comment ça se traduit, par exemple, une séance typiquement en émotiologie avec toi? La première chose, c'est quand la personne elle vient, elle a déjà fait un bout de chemin. Ça veut dire que c'est une personne qui est quand même OK avec le fait qu'il y a quelque chose qui va plus trop dans sa vie, ou qu'elle sent un énorme décalage entre le fonctionnement qu'elle a et ce qu'elle ressent vraiment dedans. Ça veut quand même dire qu'il y a déjà un bout de chemin qui se fait en se disant oh, ça sonne plus tout juste ici, voilà. Donc le premier bout de chemin, il est quand même fait par la personne qui choisit de venir. Puis après, c'est le lien, parce qu'on est des êtres de lien. Et puis c'est réapprendre d'abord ce lien à soi. Ça veut dire être OK avec, faire un petit peu le bilan et puis voir qu'est-ce qui est touché chez nous. Donc amener la personne tranquillement à se refaire confiance, parce que à s'ouvrir à tout, à faire un petit bilan, mais sans apprendre à s'observer et à accepter toutes les émotions qui sont là sans jugement. Puis le jugement chez nous, alors voilà, puis je deviens un petit peu attentive aux mots, parce que quand je suis rentrée dans cette formation, on m'a énormément parlé d'apprentissage. Et puis dans le mot apprentissage, on a le mot apprenti, parce qu'on apprend, puis on apprend la sagesse. Oui. Et dans ce mot-là, il y a encore un autre mot, c'est qu'on apprend le tissage. Et puis on apprend à tisser des liens. Et les premiers liens qu'on doit réapprendre à tisser, c'est avec soi. C'est découvrir vraiment qui on est, mais pas aux yeux des autres. Pas aux yeux de ce qu'on attend de nous, ou de quelle partie de nous dérange l'autre, mais vraiment aux yeux du cœur. Et la richesse, le plus de l'émotiologie, c'est vraiment d'apprendre à quelqu'un à dire on a les yeux physiques qui travaillent avec le mental, et puis on a ce deuxième regard qu'on peut poser, c'est les yeux du cœur. Les yeux du cœur, il n'y a que toi qui peux le poser. Alors que tu le poses après en lien avec tes enfants, ton conjoint, tes collègues, ta partie sociale de vie, ton professionnel, et puis les yeux du cœur aussi que tu poses pour toi. Cette tendresse pour soi, pour qui on est, pour quelque chose qu'on a encore fait alors qu'on ne veut plus, pour se passionner pour qui on est. Et qui on est, est-ce que c'est des termes tels que, je donne un exemple, je suis secrétaire de direction, je suis femme, je suis mère, Il y a aussi une difficulté, je trouve, déjà dans le fait de se décrire. Ouais, alors ça, c'est plutôt les yeux physiques. C'est dans quelle case on doit correspondre, c'est dans quelle case on te met. C'est depuis petite, oui, mais toi, t'étais comme ça, oui, mais toi, t'étais pas comme ça, oui, mais toi, t'es plutôt comme ça. T'es timide, t'es susceptible. Ce qui vient à relever quelque chose de très important, c'est qu'on vit énormément et de manière pas toujours consciente avec de la comparaison. Et ça, c'est mortel. Parce que déjà, on le fait aux autres, déjà pour se situer soi-même souvent. Je suis plus
c'est plus facile, je suis plus ça que toi, je suis moins ça que toi, oui mais moi je suis moins douée que toi, oui mais moi ça j'ai plus de facilité que toi. Voilà, déjà ça c'est... Et puis après, ben, c'est un exemple qu'on reproduit et qu'on montre. On dit à nos enfants, oui mais tu vois, t'es plus rapide que ton frère, t'es plus rapide que ta soeur, oui mais tu vois, t'as fait ça plus vite que, t'as fait ça moins vite que, oui mais alors toi t'es pas délicat quand tu fais ça, non mais voilà. Donc il y a déjà dans cet état d'esprit-là la comparaison, voilà. Et puis c'est à longueur de journée. Si on n'éveille pas un tout petit peu sa conscience pour voir comment on vit la chose, comment on redonne la chose. Donc l'émotiologie, elle éveille la conscience, mais la conscience à soi. Est-ce que tu pourrais juste me donner un exemple de terme de description avec des qui je suis? Oui. Alors oui, moi maintenant par exemple si je fais, déjà je prends ce tout petit temps d'observation où je me recentre. Et puis c'est comment je me sens, c'est comment je me vis aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, j'avais de l'impatience parce que voilà, de la curiosité. Et puis en même temps, j'avais cette petite appréhension de me dire est-ce que je vais répondre à ce qu'on attend. Puis c'est faire cet état des lieux, dire c'est ma part sensible qui s'exprime, puis c'est ma part perfectionniste qui s'exprime, puis mettre tout ça dans cet axe, dans cette compétence, bien voilà, aujourd'hui je vais juste être moi, parce que j'ai ce lien avec toutes mes petites facettes, puis j'arrive à rester en lien avec toutes ces petites facettes en rentrant en lien avec toi, en rentrant en lien avec ceux qui vont voir cette interview. Puis c'est ça, c'est cette compétence et cette capacité à développer cette envie d'être toujours d'abord en lien avec soi, pour après apprendre à recevoir de l'autre, à donner à l'autre, à recevoir, toujours en lien. Jamais coupé de ce que je ressens chez moi, toujours en lien avec l'autre. Puis il y a deux mots qui sont assez intéressants aussi, c'est on est unis, on est univers, on est dans l'univers, on est univers, et puis on a cette unicité, on est unique, puis on est des toutes petites parcelles, puis on n'a pas de raison d'être là, copier-coller de la parcelle d'à côté. Moi je peux amener quelque chose, toi tu m'as amené quelque chose, l'autre qui vient vers moi, il va m'amener quelque chose, il va m'apprendre sur moi, et on parle du sens du moi de l'autre. Se retrouver dans l'autre et offrir à l'autre une part de lui en lien, pas en jugement, mais en lien. C'est ça. C'est cet apprentissage-là. Donc, quand on te demande qui tu es, ce n'est pas cette catégorie fixe et figée, c'est cette... comme tu disais, la facette dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Voilà, ouais. Je suis un être. Alors, dans ma conception à moi de la vie, c'est que je suis venue ici pour expérimenter certaines choses précises et les événements de ma vie qui reviennent régulièrement, ils m'éveillent à ça. Ça veut dire qu'on te donne des opportunités de voir qu'est-ce que tu peux encore travailler, qu'est-ce que tu peux encore développer comme compétence et qu'est-ce que tu peux en tirer, t'en nourrir et redonner. Donc oui, et puis moi je pense que quand on a fait un bout de chemin et qu'on est ok avec certaines choses, on va plus loin. Moi je suis tranquille avec ça. Mais le fil rouge de ma vie c'est la mort et j'ai travaillé tout cet accompagnement à la mort et j'ai travaillé tout ça et j'ai dû d'abord travailler ma vision de ma finitude à moi pour être ok avec l'accompagnement d'une personne qui finit la sienne. Et puis ça m'a permis déjà de ne pas en avoir peur et puis de mettre des choses qui chez moi n'étaient pas au clair, de les mettre au clair. Puis je crois de donner une saveur différente à chaque jour de ma vie. C'est vraiment le cas, donc j'en prends tous les jours, c'est vivre un jour après l'autre. Parce que finalement, ton passé, tu ne peux pas le changer. Mais il fait partie de qui tu es aujourd'hui. Et ton futur, mais finalement, tu n'en sais rien du tout. Par contre, maintenant, dans le moment maintenant,
D'abord, tu ramènes ta présence à toi, ici et maintenant. Et puis là, tu as un potentiel de changement, tu as un potentiel de créativité. Et c'est le seul moment où tu peux choisir de faire ou de ne pas faire. Ton choix, il est seulement dans le moment présent. Oui. Mais il peut donner une couleur différente à ton futur, c'est clair. Mais si tu travailles maintenant pour dans 10 ans, t'en sais rien. Donc l'idée, c'est de te dire, aujourd'hui, ta mesure d'aujourd'hui, quelle est ta couleur quand tu te lèves le matin? C'est ça, c'est ce retour à soi. Tu te lèves un matin, puis tu es pétillant. Puis tu te lèves un matin, puis tu es triste. Ou tu te lèves un matin, puis tu es plombé. Respecte cette couleur-là, prends soin de ça. Et puis choisis quelle couleur tu donnes à ta journée. Ta limite, ta mesure du moment. Puis quand tu te donnes ce choix-là, tu as tout qui est plus facile. Parce que c'est juste pour maintenant, aujourd'hui. Puis demain, c'est un autre exercice. C'est plus tu dois correspondre à quelqu'un de parfait pour ta ligne droite pour toute ta vie, tu dois jamais dévier, mais de quoi? Puis du cadre de qui? Puis selon quels critères? Puis de la perfection de qui? Oui. La tienne est tellement différente de la mienne. Ce que je trouve très beau dans ce que tu dis, c'est justement ce concept que on ne sait pas si on se réveillera demain. C'est pas un dû. Voilà. C'est un cadeau et de vivre vraiment sa journée telle qu'elle. En prenant tout ce qui se passe, tous les événements qui arrivent comme une opportunité d'apprentissage et un cadeau. Finalement, ce choix d'école des émotions, ce choix d'hygiène de vie, au final, il n'engage que deux choses. Il t'engage à ne répondre que de toi. Parce que finalement, quand tu accompagnes les gens dans une difficulté, tu ne peux pas prendre leur difficulté. Et tu ne peux pas leur donner une solution. Parce qu'ils ne sont pas dans le même fonctionnement que toi. Donc même si la solution elle est bonne, ce n'est pas la leur. Et puis tu peux juste amener quelqu'un à prendre ses responsabilités. Donc dégager l'autre de responsabilités qui ne sont pas à lui, mais prendre les tiennes et choisir ce que tu en fais. Et assumer. Et assumer. Et moi je dis, ça engage une responsabilité. Le jour où tu choisis de fonctionner comme ça, tu engages ta responsabilité au quotidien parce que tu réponds de qui tu es. Et puis tu sais que tu as des outils pour répondre de qui tu es et puis pas d'autre. Donc ça engage une responsabilité. Mais ce n'est pas une obligation. Mais du coup, la personne qui est en face de toi, typiquement quand tu vis dans une famille avec un conjoint, des enfants comme tu disais, quand toi tu fais ce travail, est-ce que ça... Alors, ça ne fait pas un peu trembler? Ça bouscule. Voilà, ça bouscule parce qu'on rentre tous dans des schémas où moi j'agis, toi tu réagis, moi j'agis, toi tu réagis. Et le moment où tu ne le fais plus, alors ça bouscule un petit peu parce que finalement, quand tu connais les gens, tu sais tellement les réactions que tu vas presque les chercher. Tu fonctionnes, il y a des fois même de la manipulation, consciente ou inconsciente. Puis quand j'ai commencé cette formation, puis que j'ai commencé à rester dans mon axe, à réfléchir à ce que ça faisait chez moi, à ressentir ce que ça faisait chez moi, puis à pouvoir dire, là je suis blessée, mais je parle de moi, je dis plus à l'autre, mais toi tu m'as fait mal. Je dis, mais le résultat il est là, moi j'ai accepté que je ressens quelque chose, j'accepte que c'est mon ressenti et pas celui de l'autre, donc j'engage ma responsabilité à dire, ok, maintenant je ressens, j'ai été blessée, donc qu'est-ce que moi je choisis d'en faire? Donc à l'autre, je peux formuler, je peux lui dire, moi j'ai été très blessée par tes paroles, mais ça n'engage que moi. L'autre, il reprend sa responsabilité, donc l'autre il peut se dire, il a une opportunité, il peut se dire, oh là là, est-ce que j'ai mal parlé, est-ce que j'ai été plus loin que ce que je voulais dire? Et ça n'engage que son choix lui. Moi je peux dire, ok, là j'ai été blessée, donc ma limite à moi pour le moment elle s'arrête là, puis moi je choisis ce que je fais. Donc j'engage une responsabilité, je deviens responsable de moi. Mais j'offre une opportunité à l'autre de prendre sa part de responsabilité à lui. Ça, c'est cadeau, mais ça perturbe. Ça perturbe, mais moi, je me rends compte souvent, quand je fais cet exercice-là avec des adultes, des enfants, peu importe la tranche d'âge, je me sens comme ça. Ah, mais non,
C'est souvent la réponse que j'ai de l'autre personne. Bah si, en fait. C'est comme ça que je me sens. C'est ça, c'est ça. Et même si c'est pas agréable à entendre pour l'autre, c'est comme ça que je me sens. Et c'est le seul travail que tu as finalement, c'est à être honnête avec toi. Et puis pour être honnête avec soi à chaque moment, parce qu'on interagit des millions de fois par jour avec du monde, c'est d'être juste honnête avec toi, puis c'est de pouvoir le formuler d'une manière tranquille. C'est, là, tu vois, je me sens pas bien, j'ai besoin un tout petit moment de me reculer. Ou là, mais tu m'as fait trop plaisir, j'ai envie de partager avec toi que mais j'ai eu juste un moment de joie. Sans forcément d'animosité, voilà. Sans forcément voilà. rentrer dans une espèce de rancune ou de frustration. Dire à l'autre, mais je peux comprendre que c'est pas ok pour toi, mais c'est ta responsabilité. Moi, je suis ok avec moi aussi. Et là, je me sens triste, je suis triste. Alors justement, tu parles de tristesse. Est-ce qu'il y a des émotions types, clés dans justement l'émotiologie? Oui, il y a la tristesse qui est d'ailleurs, très souvent on est blessé, on est triste. Et puis c'est souvent le côté le plus malmené, je veux dire, c'est notre côté yin, notre côté tendre, notre côté douceur, notre côté féminin, qui est souvent blessé, piqué, puis qu'on sait tellement pas quoi en faire, puis qu'on a tellement entendu que on pleure pas, que ça sert à rien, que voilà, qu'on passe instinctivement dans la polarité yang. Ça veut dire on rentre en réaction. Tu me blesses, je réagis. Donc c'est la moitié du temps de notre vie, on passe à action, réaction, action, réaction. Puis on va dans quelque chose de fort, on force, ou dans quelque chose qui nous tient souvent en haut, mais dans la colère, qui est une émotion. Moi je dis c'est une des plus belles émotions, du moment qu'elle est canalisée. Quand tu en prends conscience et que tu la canalises, parce que la colère, elle veut quand même dire que tu es en vie, que tu es en jus, que tu as du jus, que tu as de la force. Que quand quelqu'un s'éteint tout le temps, quelqu'un se coupe tout le temps, c'est beaucoup plus difficile. C'est quelqu'un, il éteint sa petite étincelle dedans, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile à prendre conscience d'un yang fort et de le canaliser que de prendre conscience d'un yin qui t'embarque tout le temps dans les pleurs, puis que tu passes pas dessus, et puis que c'est beaucoup plus difficile à ramener ça en vie. Puis il y a l'impuissance, c'est une émotion qu'on ne supporte pas. C'est là que pas du tout. On en parle pas. Alors, impuissance, mais non, mais on va faire n'importe quoi, quitte à faire n'importe quoi, faisons quelque chose. Alors que l'impuissance, si on accepte 3 secondes, purée, ici je suis impuissant, puis qu'on accepte, qu'on lui donne de la place, et ben dans ce no man's land là, on est créatif et on a des ressources mais inépuisables, insoupçonnées, illimitées. Mais pour autant qu'on l'accepte, la colère, l'impuissance, la tristesse, c'est vraiment, c'est les 3 vraiment charnières je pense que si on prend un tout petit peu de temps et qu'on s'observe, c'est 50 fois par jour qu'on passe par ces 3-là. Bien évidemment, après, il y a des émotions un peu plus... Alors après, pas positives, parce qu'il n'y a pas à juger si c'est négatif ou positif, mais plus agréable, plus facile à vivre. Bien sûr. Alors, on entend souvent la joie. Et la joie, elle n'est pas une émotion en elle-même. La joie, c'est un petit chemin qui t'amène à la joie, et la joie, c'est un état. C'est un état d'être. Quand on est en joie, on n'est plus que dans l'être. Mais on a un vocabulaire illimité et on est rempli de nuances. Tes nuances ne seront pas les miennes, mes nuances ne seront pas les leurs. Mais l'idée, c'est que quand tu éveilles ta conscience à toi, tu trouves tes propres nuances à toi, comme dans les bons côtés, comme dans les moins bons côtés. Je veux dire, quelqu'un peut être pas forcément triste, mais il peut être mélancolique. Il peut être, comme on dit quand on est nostalgique. C'est des nuances. Ça rend pas forcément quelqu'un de triste à pleurer et qui va se faire embarquer tout le temps. Ou dépressif. Voilà. Mais c'est amener la personne à voir quelle est sa palette de couleurs. Et puis à savoir aussi que comme on est polarisé, puis qu'on fait ça toute notre vie, quand on est ici très en colère et très fort, c'est que de l'autre côté, on est habité d'un yin qui a la même puissance. Quand
quand on est ici habité par un état dépressif très profond ou très fort et qu'on s'en sort plus, ça veut quand même dire que de l'autre côté, on aurait la même force en yang. Le tout, c'est d'avoir, par la conscience et par cet axe qu'on construit, c'est de ramener ça en équilibre. Et on a des ressources des deux côtés et c'est une puissance. Et je trouve ça incroyable. D'une beauté d'avoir justement conscience qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas que l'un ou l'autre, mais qu'effectivement, il y a ces deux aspects, ces deux pans. Ouais, alors dans les outils qu'on emploie pour ramener les gens à ça, à revenir à soi, c'est en tout premier, c'est une faculté qu'on a, hein, que tout le monde a, c'est l'observation. Et c'est tourner les yeux à l'intérieur de soi et puis apprendre à s'observer, à faire un état des lieux, mais sans jugement. Et ça prend un peu de temps. Puis la deuxième faculté qu'on utilise aussi, qui est aussi une faculté, nous on dit des facultés de l'âme parce que c'est des facultés que tout le monde naît avec, hein. On n'invente rien. C'est une faculté de mémoire. Ça veut dire que quand on est OK pour aller refaire un petit bilan de sa vie et puis un état des lieux, eh ben on a notre mémoire émotionnelle qui s'ouvre et puis on a souvent des émotions qui reviennent ou des gens qui reviennent en flash, en images ou des odeurs ou comme ça parce que tout est en lien avec ce qu'on a besoin de travailler. Et puis on a deux autres facultés qu'on emploie aussi et qui sont pas faciles, c'est de la tendresse. Une faculté qu'on a dans l'âme aussi, une faculté de tendresse parce qu'alors quand on a des gens qui sont tendres, on a souvent cette connotation que c'est mielleux, qu'on a besoin de s'endurcir dans la vie, que ça sert à rien. Et moi, j'ai vécu cet épisode-là. Mais quand on arrive à devenir tendre par soi-même et qu'on prend l'outil suivant, c'est la volonté amoureuse, avoir assez de tendresse pour soi, pour s'emmieuter, pour faire les choses du mieux pour nous. Et il faut de la volonté, donc on va chercher cette force dans le yang, mais on va chercher dans le yin cette tendresse et ça nous fait une volonté amoureuse, par amour pour nous, faire les choses par amour pour nous. Et ça, c'est des concepts simples, mais tellement difficiles par rapport à nos vies d'aujourd'hui. Oui, et à mettre en place dans notre quotidien, parce qu'on reste quand même, comme tu l'as dit, en lien avec l'autre, l'autre qui ne travaille pas de la même manière que nous, n'est peut-être pas au même stade que nous, et voilà, toujours confronté à... C'est intéressant ce que tu dis parce que la confrontation c'est quand même quelque chose qui vient de notre mental. Et puis l'idée c'est que toi tu t'amuses à être un apprenti à apprendre sur toi et sur l'autre. Ça veut dire que finalement quand tu commences à fonctionner comme ça et que ça rentre dans ton hygiène de vie et que c'est quelque chose d'inné, et tu as des maîtres à tous les coins de rue. Parce que tu vois quelqu'un complètement polarisé, tu vois quelqu'un qui va essayer d'avoir l'emprise sur toi parce qu'il a tellement peu confiance en lui, tu vois quelqu'un qui a tellement peu confiance en lui mais qui est dans son yin, qui va toujours dire oui mais toi tu sais, toi tu peux, moi pas. Tu vois, en fait, ça touche des parts qui t'habitent parce qu'on est tous habités de toutes ces parts. Et puis, on a des maîtres partout. On ne peut qu'apprendre tous les jours sur nous en étant en lien avec l'autre. Ma remarque, c'était aussi dans le fait que jusqu'où tu te respectes toi, tu t'écoutes toi, tu es dans cette volonté amoureuse, cette tendresse envers toi, et jusqu'où est-ce que tu laisses l'autre interférer dans les relations qu'on a avec le monde extérieur? Alors, déjà, ça touche deux choses. Ça touche ta conscience de qui tu es et ta conscience de quelles sont tes limites. Le moment où tu sais quelle est ta limite d'aujourd'hui, elle est posée, ça va dire que l'autre va devoir respecter cette limite parce que ta limite va te faire que non, pour moi aujourd'hui c'est bon. À l'intérieur, tu sens qu'on dépasse ta limite. Si tu es en conscience avec ça, tu vas la respecter, ta limite. Et justement, comment est-ce que tu la recadres, cette limite, par rapport à l'autre? Comme tu nous disais avant, aujourd'hui, par exemple, je suis triste. Comment est-ce que tu
tu poses ta limite pour que l'autre n'aille pas plus loin que ce que tu es prêt à partager avec, sans être dans l'agressivité, sans être dans la frustration ou dans l'énervement, pour exprimer. Alors l'exemple que tu donnes, il est magnifique, parce que si tu dois être énervé ou frustré envers l'autre parce qu'il ne voit pas, c'est que tu es polarisé, tu es dans ton yang et tu es en réaction. Tandis que si tu es chez toi et que tu te lèves un matin, tu dis « Oh là là, pas aujourd'hui, alors je suis triste et je vais respecter cette tristesse », ça veut dire que dans ton lien à l'autre, tu vas rester en lien avec ta tristesse aussi. Ça veut dire que tu vas faire tes activités, tu vas respecter ton rôle de maman, ton rôle de thérapeute, ton rôle d'enseignante, tu vas respecter en gardant cette couleur à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que cette tristesse, tu lui donnes le droit d'être, mais tu ne la poses pas sur l'autre. C'est ça, la déverser sur l'autre. Ça veut dire que cette tristesse, tu t'en occupes, tu sais, alors probablement tu sais à quoi elle est liée, tu as peut-être mal dormi, tu as peut-être vécu un épisode compliqué, ou tu ne sais pas finalement pourquoi tu es triste. Eh ben, respecte ça, mais engage-toi dans tes responsabilités en ne te coupant pas de ça. Ça veut dire que si tu sens que pour être bien, tu aurais besoin de te retirer un petit peu ou d'avoir besoin d'un peu plus de temps pour toi, ça veut dire que dans tes activités du jour, tu ne pourras peut-être pas, mais tu peux te respecter en disant bah, « moi ce soir quand je rentre, 1 heure c'est pour moi ». C'est ça, c'est ce lien. Ça veut dire que tu ne vas pas demander à l'autre de respecter le fait que tu sois triste et puis que s'il ne le respecte pas, tu te mets en réaction puis tu es en colère contre lui. C'est que toi, tu as ton travail de te respecter. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, moi je sens que j'ai besoin vraiment d'un moment où que moi, par exemple, un bon bain chaud, ou si tu as besoin de pleurer, ou alors quelqu'un qui va dire bah, moi j'ai besoin d'1 heure, pour moi ça veut dire que 2 heures je vais courir. Et puis j'ai besoin de 20 minutes sous ma douche, ok. Mais c'est une affaire qu'entre toi et toi tout le temps. C'est-à-dire que c'est là où tu décharges l'autre d'une responsabilité qui n'est pas la sienne. Et c'est là où tu t'engages à toi être juste avec toi. Le mot, il revient souvent, c'est qu'est-ce qui sonne juste pour toi. Mais évidemment que si tu te lèves un matin et que tu as mal dormi et que tu es fâché, et puis que tu dois assumer ta journée, ben moi ça m'arrive. Ben, je vais assumer ma journée avec cœur. C'est-à-dire que je sais les compétences que je peux engager et je sais quelle responsabilité j'ai engagée. Puis après, j'ai une autre responsabilité par moi, c'est de me dire, bah, ok, là, je vais avoir besoin d'un temps de pause où je vais pouvoir soit avoir une sieste, soit dormir 1 heure plus tôt, soit avoir Et ça, c'est ma responsabilité vis-à-vis de moi. Ça veut dire que je n'engage pas l'autre dans ma responsabilité et je décharge pas les choses qui ne vont pas chez moi sur l'autre. Donc après, tu peux attendre de l'autre qu'il le fasse. Parce que si quelqu'un vient en face de toi et décharge sa colère sur toi, tu vas dire, bah ok, cette colère, elle ne m'appartient pas. Alors, dans l'exercice concret, c'est, je suis très touchée que tu sois en colère. Ça m'embête pour toi, mais ça ne m'appartient pas. Donc tu as pu entendre l'autre. Donc l'autre, il va descendre en colère. Mais en même temps, tu lui dis, mais ta colère, elle t'appartient. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'élément qui t'a mis là? Et qu'est-ce qui t'appartient de le faire pour que tu sois plus en colère? Donc, tu lui donnes une opportunité. Après, il est preneur ou pas encore. Ok, ça ne change rien chez toi. Tu as pu entendre qu'il est en colère. Et tu as pu dire, alors, si tu es en interaction avec la personne qui est en colère, que tu as une part de responsabilité, c'est aussi l'opportunité pour toi de dire, ok, bah, je suis désolée, je me suis peut-être mal exprimée, mais je tiens à, voilà, je suis juste avec ce que j'ai formulé, je ne suis pas juste dans la manière dont je l'ai formulé. Ok, je prends la responsabilité de reformuler. Ensuite, si ça te met en colère, c'est ton problème. Voilà. C'est là où l'important, c'est de rester en lien avec quelle est ta part de responsabilité et qu'est-ce que tu donnes comme opportunité à l'autre de prendre la sienne. En fait, chacun récupère ses billes. Voilà. Et on arrête de s'appuyer sur les boutons. Voilà. Réaction, exactement. Comme tu disais. Et puis toujours faire la différence. Je veux dire, tu as eu une réaction qui m'a mis en colère ou qui m'a blessée. Alors, je vais te redire, écoute, ton comportement, il ne me convient pas. Chez moi, ça passe pas, ça sonne pas juste. On va pouvoir discuter de quelque chose, mais je fais une différence entre la personne qui est une personne entière et qui est une personne que j'aime, avec qui j'ai beaucoup de respect.
d'un comportement qu'elle a eu et qui ne m'a pas convenu. Et puis ce comportement, ben, ça se réduit en un fait. Ce fait, il a engendré une réaction chez moi, un sentiment. Et ce sentiment, cette réaction, elle m'appartient, elle ne t'appartient pas. Donc moi, je vais m'occuper de cette réaction. Je vais à la limite pouvoir te dire, je suis là, je suis vraiment blessée par ce que tu m'as dit. Donc, je ne peux pas revenir tout de suite vers toi. Je vais digérer, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui est touché chez moi et pourquoi ça a été touché. Et je vais pouvoir te le reformuler. Mais je vais pouvoir te dire tout de suite que ta réaction, elle est exagérée pour moi, qu'elle ne me convient pas. Donc, je peux comprendre que tu es en colère. Donc, je ne t'accuse pas, mais je te redonne une part qui est à toi. Est-ce que tu étais vraiment obligé de me le dire de manière colérique? Ça, c'est ta responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'entendre dessous, parce que j'ai peut-être fait mal avant. Hein. C'est d'entendre dessous ce que j'ai fait, prendre ma part de responsabilité, m'occuper de ça, m'occuper du sentiment qui a été, de ce qui a été fait, de ce qui est ressenti chez moi, parce que ça ne trompe pas. Hein. Mais c'est entre moi et moi. Et toi, c'est entre toi et toi. Je te donne l'opportunité de t'occuper. Est-ce que tu étais obligé d'être en colère? Et on évite de rentrer dans ce jeu de ping-pong. Voilà. De se renvoyer la balle. C'est vraiment ça. Constamment. Voilà. Puis c'est l'opportunité de comprendre encore une fois ce lien. Je suis en lien avec moi. Je suis en lien avec toi. Je peux entendre que tu es en colère. Je peux même peut-être t'écouter. Je peux rester en lien. Et après, chez moi, je dois faire ce même travail de lien. Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Est-ce que j'ai une responsabilité à prendre? Oui. Est-ce que je suis prête à la prendre? Oui, non. Voilà. Moi, j'ai une phrase qui m'accompagne tous les jours, c'est, on entend souvent d'être libre. Je suis libre de penser comme ça. Je suis libre de faire comme ça. Pour moi, la vraie liberté, c'est d'avoir le choix conscient de mes choix, donc la liberté de mes choix, mais la vraie liberté, c'est d'assumer complètement mes choix. Si je peux assumer jusqu'au bout de mes choix, là, je suis libre. Puis là, j'ai besoin que personne fasse pour moi, et puis que personne me reconnaisse là-dedans, parce que moi, je me reconnais là-dedans. Et puis, j'ai besoin de mettre les responsabilités et les récompenses sur personne. La liberté de faire un choix et de l'assumer complètement jusqu'au bout, là, tu es un être libre. Et tu seras toujours Kim, je serai toujours Catherine, je serai toujours en interaction avec mon conjoint, mes enfants, leurs conjoints, mes petits-enfants, ma partie sociale, ma partie culturelle, ma partie professionnelle. C'est ce chemin-là. Et ça, c'est avec des petites aides au départ, mais on vient avec, donc c'est chez tout le monde. On n'invente rien, on ramène juste la personne à elle, à retour à la source, à qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire, qu'est-ce que tu expérimentes, qu'est-ce qui est juste pour toi, quelles sont tes couleurs, tes facettes, tes nuances. On en a 10 000. Et comme tu disais avant, une définition chez moi n'est peut-être pas forcément la même chez toi. Et c'est ok. Ça. Dire à quelqu'un, oui, mais moi je suis exigeant. Ok, mais ça veut dire quoi exigeant? Moi je suis peut-être aussi exigeante, mais peut-être pas de la même manière que toi. Parce que mes sensibilités ne sont pas les mêmes, parce que mes expériences de vie ne sont pas les mêmes, parce que mes valeurs ne sont peut-être pas les mêmes. Parce les priorités. Exactement. Donc, oui, on est peut-être deux maniaques, on est peut-être deux exigeants, on est peut-être deux je m'en foutistes, mais quand même pas les mêmes. Respecte-toi et tu peux exiger le respect de l'autre. Parce que du moment que tu te respectes, ben, tu es présent, tu es là, puis on va essayer de tenir, mais on va voir que ça ne marche pas. Parce que tu te respectes. Tu vas être là, tranquille, à pouvoir dire, ok, je t'entends bien, mais ça ne me correspond pas. Ça ne m'appartient pas. Ma limite, elle est là, la tienne, forcément, elle est là. Je trouve que c'est un outil extrêmement puissant qui devrait être enseigné aux enfants au plus jeune âge pour éviter de se retrouver dans une société avec autant de souffrance et autant d'incompréhension et de discordance. Tu sais,
Moi, je pense que si on était un peu plus à l'écoute des enfants, c'est eux qui nous enseigneraient. Parce que nous, quand on vient au monde, notre âme, elle se rappelle encore pourquoi elle est là. Et elle est encore reliée avec notre source. Puis en tant qu'adulte, on croit qu'il y a une hiérarchie. Moi, je suis l'adulte, donc je sais, puis toi, tu es l'enfant, puis tu sais pas. Mais l'enfant, il est relié. L'enfant, il est OK avec ses émotions. Un enfant qui est triste, il est triste. Un enfant qui est frustré, il est frustré. Un enfant qui est fâché, qui est en colère, il l'est. Et c'est nous qu'on va leur dire, t'as pas le droit. Non, mais t'as pas le droit. Non, mais ça se fait pas. Non, mais... Ouais. Mais au lieu de lui dire, bah ouais, t'as raison. Ce que tu ressens là, c'est vrai, c'est de la colère. Puis après, lui expliquer qu'est-ce qu'il peut en faire de sa colère. Ça, oui. Mais si on était plus en lien avec notre âme, et puis que l'âme peut agir, on a la magie. Quand l'âme agit, on a de la magie. Et les enfants, ils ont ça de manière innée et naturelle. Et nous, on les met dans des cadres et dans des petites cases, et voilà. Ils sont déjà premiers de classe, derniers de classe, ils sont déjà réfractaires, ils sont déjà incapables, ils iront pas loin. Même moi, j'ai entendu ça aussi. Mais t'es qui pour juger? Tu juges avec tes bagages à toi, tu juges pas. Un jugement. Qu'est-ce que tu entends dans un jugement? Juge et ment. Voilà. Mentir. Tout est dit. Alors, quand tu juges, quand tu apprends déjà à ne plus avoir de jugement sur toi, tu as déjà fait un bon bout, parce que c'est difficile. Tu n'amènes pas de jugement chez l'autre. Est-ce que tu trouves du coup que c'est juste de dire qu'on a une société beaucoup dans la réaction, beaucoup dans le poser des cadres, poser des limites, mettre dans des cases? Oui. Oui, alors moi où ça me dérange, c'est quand on dit souvent, oui mais la société elle veut ça, parce que je me dis, on fait partie de la société, on a cette responsabilité-là, on a cette responsabilité individuelle d'être ok avec ça ou pas. Ça, c'est le côté pour moi qui, quand on dit tout le temps, oui mais la société elle veut. Par contre, c'est vrai que, en fait, on a une société très hiérarchisée, et puis il faut toujours qu'il y ait un ascendant sur quelque chose. Mais dans le même temps, moi j'ai vécu des situations difficiles, tu as vécu des situations difficiles, n'importe qui peut se retrouver dans une situation difficile. Il y a l'effet de surprise de vivre quelque chose que tu t'attends pas. Puis après, il y a qu'est-ce que tu choisis d'en faire? Est-ce que tu te victimises? Et du moment que tu es une victime, le bourreau pourra toujours le venir. Parce qu'un bourreau ne peut fonctionner que s'il y a une victime qui est ok avec ça. Le moment où la victime, elle se renverse, le bourreau ne peut plus agir. Et vice-versa. Le moment où un bourreau, il cesse, la victime, elle est des fois perdue. Parce qu'il y a des manipulations, il y a tout ce que tu veux. Alors ça, effectivement, dans notre société, on n'a bientôt plus le droit de penser. Puis ben voilà, le Covid, c'est typique, on t'enlève le droit de penser. Parce qu'au moment où tu penses que tu as une possibilité de faire autrement, bah t'es complotiste. Oui. Moi, je dis non. Moi, je dis, je suis respectueuse avec certaines choses parce que je ne connais pas tout. Mais j'ai la connaissance de moi. Puis ça, ben, même un président de confédération, il ne peut pas venir dire qu'il me connaît. Moi, je me connais. Donc, je connais mes compétences, je connais mes limites. Et puis, je prends la responsabilité de savoir ce que moi, je choisis d'en faire. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on nous fait peur. Et par la peur, on mène n'importe qui. Donc toi, tu as peur de quelque chose, tu as peur d'une réaction, tu as peur de... Un enfant, il a peur de ses parents, un enfant, il a peur d'un maître parce que le maître, il utilise ça. Ben, ça veut dire que quand même, un maître qui utilise ce moyen-là, c'est un maître qui est impuissant. C'est un maître qui n'a pas compris qu'il a d'autres outils pour avoir une autorité naturelle. Puis un enfant, il réagit à ce qui n'est pas juste. Il y a de nouveau cette nuance entre autorité et autoritarisme. Exactement. Tu peux avoir une autorité naturelle. Moi, dans le cadre de mon travail, je suis obligée d'avoir une certaine autorité. Mais j'ai une autorité humaine. Ça veut dire que c'est mes limites que j'amène. J'ai un cadre large où il y a mes limites, puis là-dedans, j'amène mes compétences. Mais j'amène pas un savoir, j'amène pas... Non.
j'amène des compétences et puis avec mes compétences, bah, j'ai toujours cette faculté d'apprendre de l'autre. C'est une forme, j'ai une autorité à apporter puisque j'accompagne des gens qui ont aussi des fois des soucis cognitifs, mais pourquoi je saurais mieux qu'eux. Alors voilà, je vais encore les guider dans des choses, par exemple, des fois qui ne correspondront pas forcément à mon envie ou à mon besoin du moment, mais que je suis là pour eux, dans mon cadre de travail. Ben moi, je suis là pour eux. Et dans ce cadre-là, j'utilise mes outils tous les jours pour les guider au mieux sur ce qu'ils ont encore qui est à eux. Et c'est un échange. C'est un échange. Oui. Mais voilà. Alors, des fois, quand tu vis on travaille dans des institutions où on dit oui, mais non, alors un cadre, alors c'est eux maintenant ils ont besoin, donc ils attendent qu'on soit disponible. Eux maintenant ils ont besoin, alors ils attendront qu'on fasse. Ben, moi je me dis, le moment où chaque humain il aura la capacité de prendre l'autre humain, toi je vais te prendre dans ta globalité. Je peux t'amener un outil et il va te servir seulement si moi je te prends dans ta globalité. Si je te prends que dans le cadre professionnel, ben, je vais te lire au niveau professionnel. Puis je vais garder cette vision-là de toi. Mais c'est réductif. Oui, on dit réductif, je crois. C'est castrateur. C'est où je te mets dans un cadre. Moi, au niveau professionnel, j'estime que, voilà, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Tes compétences, elles se réduisent à ça. Et puis, comme on dit souvent, bah voilà, quand on est dans le social ou dans le psychologique, on voit que ce que tu es plus capable. Ok. Moi, je dis, puis les compétences qui sont encore là, on en fait quoi? Ah oui, mais tu vois, alors il fait plus ça, il fait plus ça, il fait plus ça. Ok. Alors, bah, dans le cadre de mon travail, j'ai pu mettre en place des réseaux santé où on a amené chacun notre vision. Puis, je voyais, j'ai travaillé avec une infirmière en psychiatrie qui était adorable, puis qui m'a dit, mais moi, ça, je ne savais pas. Moi, ça, je ne savais pas. Oui, mais alors, si on ne peut pas voir une personne dans sa globalité, alors chacun a posé un Stumpel, hein, puis quand c'est Stumpelé, puis que c'est une institution qui a dit c'est fini, terminé, t'es plus que ça. Oui. Ah, moi je dis non. Je suis ça, je suis pas que ça. Je suis aussi ça, puis je suis pas que ça. Je suis aussi ça, puis je suis pas que ça. Puis toi t'es la même chose. Je suis aussi quelqu'un qui a une forme d'autorité, mais je suis pas que ça. Je suis quelqu'un qui a une hypersensibilité, mais je suis pas que ça. Je suis quelqu'un qui a un côté créatif, mais je ne suis pas que ça. On peut pas me remettre que à ça. Te réduire. Me réduire à ça. Non. Puis ça, dans ton cabinet, la personne qui vient, tu vois par ton professionnalisme qu'il y a des choses dominantes, mais elle n'est pas que ça. Une personne âgée qui a des soucis cognitifs ou des pertes de compétences, mais elle n'est pas que ça. Moi, je suis une maman, je ne suis pas que ça. Je suis thérapeute, je ne suis pas que ça. Alors, le moment où on élargira cette vision, prendre la personne dans sa globalité, avec ce qui est bon, avec ce qui nous dérange, avec ce qui est moins bon, là, on peut faire quelque chose. Là, il y a du terreau pour faire quelque chose. Et la personne, si elle se prend, si elle réapprend à se prendre dans sa globalité, elle a un terreau, mais magique. Magique. On est magique. L'humain, il est magique. Tu parlais de réseau santé. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Ça touche un peu plus dans le cadre de mon travail. Je travaille dans une fondation privée où moi je suis responsable de la gestion interne d'une maison et du bien-être des résidents. Mais ils ont le CMS qui intervient, les infirmières qui interviennent, la famille qui intervient. Et moi, j'ai apporté avec mes compétences cette vision élargie où je me dis, mais si on parle toujours de la personne dans son dos, avec un seul regard unilatéral, on n'amène jamais rien. Alors j'ai rentré cette proposition, cette idée de faire des réseaux santé, d'être plusieurs personnes qui interviennent autour d'une personne, et puis d'échanger, puis de partager, puis c'est riche, puis en fait, quand on a fait un petit peu le tour, le faire avec la personne. Et ça a amené des trucs magiques. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Parce que moi, j'amène une compétence, puis j'accepte que ma compétence s'arrête à un moment donné, ou la compétence de l'autre prend le relais. Et puis,
l'autre, ben, il dit, ben, mes compétences, elles sont comme ça, et mes compétences, elles s'arrêtent où un autre peut prendre le relais. Alors, ben, c'est chouette parce qu'on est thérapeute, moi, dans mon environnement, je fais la cuisine, j'aide quelqu'un à aller aux toilettes, on fait des jeux, on va dehors, on reçoit des confidences qui nous arrivent de très très loin en arrière, et puis en même temps, ben, nos compétences, elles s'arrêtent là. On a des besoins infirmiers auxquels j'ai pas de compétences. On a d'autres besoins comme d'aide, des fois de vision de psychiatre ou de psychologue, où mes compétences, elles s'arrêtent. Puis quand tu mets tout ça ensemble, mais c'est cadeau, quoi. C'est cadeau pour nous parce que tu as amené un petit édifice une petite pierre à l'édifice. C'est cadeau pour l'autre parce qu'il se sent entendu, pas seulement jugé d'un côté, mais entendu de tous les côtés. Puis là, ensemble, il y a des fois des solutions qui arrivent que jamais personne n'aurait pensé, mais c'est parce qu'on a accepté de mettre chacun nos petites compétences en commun qu'il y a des projets magiques qui se mettent en place. Ouais. Et ça, c'est quand on accepte d'être en lien. Quand on accepte que l'autre, il peut m'apporter quelque chose que je ne sais pas, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de nul parce que je ne sais pas. C'est ça. Le partage et l'échange. Je ne sais pas, mais je peux apprendre. Si l'autre, il donne le lien, il prend le lien, qui reçoit et qui donne, ben, je peux grandir. Et je peux aider l'autre à grandir. Dans toutes les relations. Voilà. C'est magique, c'est beau, c'est rassurant, c'est léger, il y a plein de vie et d'enthousiasme. Ouais, moi je trouve que c'est excitant quand on a posé un petit peu les bases qui peuvent être déstabilisantes au début et puis qui peuvent faire peur. Moi je trouve qu'après c'est juste que du bonheur, quoi. Juste faire l'apprentissage, le plus bel apprentissage, c'est juste d'oser être. C'est ça. D'oser être, mais qui on est, qu'on veuille ou pas, on est. Et oser s'exprimer. Oser être. Alors, dans ma formation, un jour, on me disait l'apprentissage d'oser, donc D' avec le verbe oser, et l'apprentissage d'apprendre à doser avec le verbe D-O-S-E-R, doser. Tout ça pour finir à arriver à oser être. Voilà. Tout est dit, c'est simple, c'est concis. Et que chaque personne qui entend notre interview, elle se rende compte que n'importe quel souci auquel elle se confronte, elle a les ressources pour y faire face. Elle a juste besoin d'être guidée, peut-être, ou besoin qu'on lui montre un outil, peut-être, mais elle a les ressources pour faire face. Tout. À tout, à tout, à tout. C'est une très belle conclusion. Catherine, où est-ce qu'on peut te trouver? Au Chable. Au Chable, c'est dans le Val-de-Bagne, donc en Valais, et c'est pour situer à 20 km de Martigny. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une visibilité sur Internet, un site Internet ou Du tout pas, du tout pas. J'ai une adresse, un téléphone. Un email? J'ai un email. Est-ce que c'est possible pour toi qu'on le mette dans le descriptif de la vidéo? Alors, très volontiers. Pour que les gens puissent te contacter si besoin? Oui. Alors, tu veux que je te le donne comme ça? Je le prendrai. Tu le prends. Alors oui, volontiers. Très volontiers. Mais je ne suis pas... Voilà. Mes compétences en Internet et en tout ça sont limitées. Je comprends. Et je n'y ai pas d'Internet, donc j'y mets pas d'énergie. Ouais, mais je suis OK avec ça pour moi. Voilà. Super. Ce serait vraiment dommage que, du coup, suite à cette conversation, les gens qui auraient envie ou qui sentiraient le besoin de commencer un chemin ou simplement de te contacter ne puissent pas le faire si ils n'ont pas les informations. Je te donne très volontiers mon adresse, le Natel, je réponds très volontiers et si je ne peux pas répondre, je rappelle très volontiers. Super. Et puis je te donne très volontiers mon mail sans aucun souci, avec plaisir. Génial. Merci beaucoup. Merci Catherine pour cette belle découverte et échange. Merci à toi. Et puis au plaisir. Puis merci d'être sur ma route et puis d'être la belle personne que tu es en travail.
Et oui, on travaille.